Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elles ont une image hyper élitiste et concurrentielle, les classes préparatoires aux grandes écoles, et pourtant elles ont bien changé. Exemple aujourd'hui avec l'Hippocagne du lycée parisien Lamartine. On en parle avec Marie Fontana, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est le défi du plus jeune scientifique américain. Vous connaissez ce défi si vous êtes un fan comme moi de la série The West Wing. Les programmes, évidemment, sont ceux de science. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, alors que vous en êtes au 13e jour de votre calendrier de l'Avent. Le chocolat s'invite aussi au cinéma avec la sortie du film sur Willy Wonka. Brandon vous dira tout. Rendez-vous enfin avec le conseil de famille de Candice Anzel. La question du jour, comment préserver nos enfants de la désinformation en regardant School TV par exemple. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Pendant longtemps, disons jusqu'à l'après-guerre, les humanités faisaient au moins jeu égal avec les sciences au panthéon des filières d'excellence. Leur influence s'est petit à petit étiolée à mesure de la montée des grandes écoles d'ingénieurs puis de commerce, mais aussi par l'effet de réformes successives du bac qui ont un petit peu vidé la voie littéraire. Pourtant, elles résistent, les prépas littéraires, plus 5% d'effectifs en 10 ans. C'est même la seule voie qui, cette année, a gagné quelques élèves. Et pour cause, ces prépas proposent une très belle formation académique, culturelle, méthodologique. Et on en parle aujourd'hui avec Marie Fontana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres au lycée Lamartine, lycée parisien. Alors on a une raison d'actualité pour vous inviter aujourd'hui, c'est que votre Hippocagne, comme d'autres prépas parisiennes, notamment celle de Chaptal, est menacée de fermeture. Il n'y a pas de baisse des effectifs. Absolument pas, au contraire. Chez nous, comme à Chaptal et comme dans d'autres prépas menacés, les effectifs sont plutôt en hausse. Ces arguments-là qui étaient avancés il y a quelques années sont passés à la trappe au profit d'autres arguments. Qu'on ne vous a pas forcément donné, parce que la suppression, si j'ai bien compris, le chef d'établissement la prend le 12 novembre, en recevant sa dotation. Voilà, quoi. Le 12 novembre, il la prend aux équipes le surlendemain. Nous réagissons évidemment, nous écrivons au rectorat, nous sommes reçus par la direction académique de l'enseignement, donc à la DAZEN, par le recteur, enfin pas par le recteur lui-même, mais son représentant. Et en amont, effectivement, nous n'avons reçu, avant cette audience, nous n'avons aucun argument. Donc nous venons avec nos arguments maison, si je puis dire, qui sont évidemment sincères et non stratégiques, à savoir le travail que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et pourquoi nous avons l'impression depuis des années, puisque cette Hippocagne existe depuis 63 ans, que c'est depuis 1963, oui. que c'est un travail qui est utile. Pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites? Parce qu'alors Lamartine, on va situer pour les non-parisiens et rafraîchir la mémoire des Parisiens, on est dans le 9e arrondissement de Paris, et vous avez un recrutement assez, socialement en tout cas, beaucoup plus ouvert que des prépas dites de centre-ville. Oui, donc le lycée Lamartine est effectivement situé au métro Poissonnière, c'est-à-dire à 5 minutes à pied des gares du Nord et des gares de l'Est. Et effectivement, historiquement, enfin, je suis à Lamartine depuis 12 ans, mais je sais que c'était déjà évidemment le cas avant, pour des raisons qu'on comprend bien. Cela permet à ce lycée d'accueillir des élèves qui viennent de la banlieue nord et nord-est, donc notamment du 93, du 95 et du 77. Et parmi eux, beaucoup de boursiers. Vous avez un taux de boursiers, par exemple, qui est supérieur à la moyenne. Oui, alors à Lamartine cette année, un petit peu moins, mais c'est le jeu des... Voilà, nous en avons recruté beaucoup et tous ne sont pas forcément venus. Enfin, nous en avons sélectionné beaucoup et tous ne sont pas nécessairement venus. Mais effectivement, sur les années d'existence, nous sommes attentifs, comme toutes les classes préparatoires, à avoir un taux de boursiers le plus important possible. Mais si je peux me permettre à ce moment-là de la réflexion une précision, parce que c'est un des points sur lequel le rectorat en quelque sorte nous a retoqué en nous disant votre taux de boursier depuis un an ou deux est inférieur à celui d'autres prépas. Alors je crois que sur Paris, le taux de boursier est à peu près de 28%. Hein, donc, on le verra peut-être dans le deuxième temps de la discussion, mais ça modère l'aspect élitiste de la chose. Par ailleurs, le taux de boursier, c'est un renseignement parmi d'autres, un critère parmi d'autres. Moi, ce qui me frappe, puisque j'ai fréquenté comme étudiante et ensuite comme prof d'autres prépas, ce qui me frappe à Lamartine depuis 12 ans et à quoi je crois beaucoup, c'est que nous recrutons des élèves, voire des étudiants, parce que nous acceptons aussi des étudiants qui ont fait 1 an ou 2 ans déjà dans le supérieur et qui sont en échec ou qui n'ont pas trouvé dans le supérieur en tout cas ce qu'ils voulaient, et nous les relançons. Et donc nous accueillons des élèves ou des étudiants que je dirais
plus moyen et plus fragile. Il faut bien s'en occuper. Multicritères, c'est-à-dire socialement, et ça couvre effectivement la question des boursiers, mais aussi scolairement. En termes de profil, c'est ça que vous voulez scolairement dire. parlant. Avec une particularité, c'est une hypocagne sans cagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième année, il faut aller la faire ailleurs ou rejoindre une licence à l'université. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une hypocagne orpheline. Il y en avait une autre à Paris jusqu'à il y a 2 ans qui a été fermée au lycée Victor Hugo. Et de cette bizarrerie-là, puisqu'en fait les équipes depuis l'ouverture de l'hypocagne en 63 ont toujours demandé la création d'une cagne, de cette bizarrerie administrative, nous nous sommes rendus compte au fil des années, parce que l'équipe aussi est très soudée et réfléchit, on prend le temps de réfléchir ensemble, nous nous sommes rendus compte que c'était une chance énorme pour les élèves qui entraient dans l'hypocagne, parce qu'en fait, après 1 an de prépa, quelle qu'elle soit, on a beaucoup changé. Donc on accepte et on intègre dans cette hypocagne des élèves de profils très différents. Ouais. Voilà. Et ça rebat beaucoup les cartes, et ça rebat y compris les cartes en termes de projet d'orientation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin d'année, ils venaient faire de l'histoire et en fait ils vont aller faire de la philo et nous les replaçons dans des cagnes très différentes. Voilà, on va reparler de ce profil particulier de l'hypocagne de Lamartine. D'un tout petit mot juste avant de passer à l'anti-sèche, est-ce que les prépas des grands lycées parisiens, les Louis-le-Grand et autres, perdent des classes cette année? Évidemment non. D'accord. Voilà. Zoom aujourd'hui sur les hypocagnes et les cagnes. Tiens, pourquoi on appelle ça comme ça? On va vous poser la question. Marie Fontana, juste après l'anti-sèche. Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. En ce 13 décembre, vous avez décidé de nous parler d'un concours, le défi du plus jeune scientifique américain, qui a un rapport direct avec un sujet étudié régulièrement dans les programmes scolaires au collège et au lycée, puisqu'il s'agit du cancer de la peau cette année. Effectivement, le Young Scientist Challenge, ce prestigieux concours récompense chaque année les inventions des collégiens en matière de santé. C'est l'équivalent du concours de l'Union européenne pour les jeunes scientifiques. Et cette année, le défi lancé aux collégiens participants était de trouver une solution originale à un problème existant. À la clé pour le gagnant, 23 000 € l'équivalent, et le titre évidemment très prestigieux du jeune plus meilleur scientifique américain. Le concours a été remporté par un certain Herman Bekele face à 9 autres candidats en finale en lice. Il est très populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube depuis de nombreuses années, ce jeune collégien. Il habite à Annandale en Virginie près de Washington, et il a inventé le premier savon soignant les carcinomes. C'est ce type de cancer de la peau le plus fréquent. Il a eu l'idée en repensant à sa vie, notamment par ses grands-parents en Éthiopie, là où il est né. Il voyait beaucoup de gens travailler dehors et qui s'exposaient très souvent toute la journée avec ce soleil extrêmement brûlant et des températures qui avoisinaient les 40 et les 50 degrés. Ce savon a un aspect plus ou moins classique, il ressemble à tous les savons que l'on peut trouver dans le commerce, et il agit sur les cellules dendritiques. Alors moi j'ai découvert ce mot, je ne connaissais pas, hein. La science c'est pas mon domaine de prédilection. En fait elles sont présentes dans tout le corps. Le rôle est d'identifier les menaces et de déclencher la réponse immunitaire appropriée, et lorsqu'un cancer se déclare, elles sont les premières affaiblies et sont incapables de donner l'alerte, permettant du coup à la maladie largement de progresser. En réactivant du coup les cellules dendritiques, ce savon permet au corps de mieux lutter contre la maladie. Mais quoi, il a réinventé des ingrédients? Non. Non, pas du tout. Non, des ingrédients d'ailleurs qu'on retrouve d'ailleurs pour lutter contre le cancer, un médicament qu'on prend mais qui coûte extrêmement cher. On va en parler juste après. Notre jeune scientifique a étudié l'efficacité de ce traitement grâce à des simulations informatiques. Il était supervisé. Il n'a pas fait tout ça tout seul par une tutrice, ingénieure en chimie. Et donc, selon les travaux, les résultats, c'est que ce savon augmente très fortement la résistance du corps. Effectivement, et le sujet du cancer de la peau, effectivement, là, une thématique qui fait partie intégrante aujourd'hui des programmes scolaires du collège et au lycée, notamment en sciences et vie de la Terre. Il faut savoir quand même que le cancer de la peau est de plus en plus répandu. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un cancer sur 3 est un cancer de la peau. Il touche 2 à 3 millions de personnes chaque année dans le monde. En France, c'est le 5e cancer le plus répandu, derrière le cancer du sein, le cancer de la prostate, du poumon et du côlon. 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil. C'est ce que dit Santé publique France il y a quelques semaines, notamment dans les différents médias. 150 000, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau en France en 2022, et 93% quand même, c'est sans doute le chiffre le plus marquant et qui annonce quand même de bonnes choses, c'est un homme qui a un cancer de la peau le guérit très souvent dans 93%. Pas mal de chiffres, Brandon, merci beaucoup, mais une notion importante, c'est que c'est surtout une augmentation très spectaculaire. Effectivement, augmentation très spectaculaire. Le nombre de nouveaux cas, du nombre de cancers
cancer a augmenté, a triplé entre 1990 et 2023. Il augmente, 2023, pardon. Il augmente dans la plupart des pays, hein, donc évidemment qui disposent des données scientifiques, la plupart du monde occidental. Le produit du jeune lauréat de Hermann Bekele devra être testé en laboratoire avant d'être autorisé à la vente, bien sûr. Quand même. Il veut commercialiser son produit avant 2028. Son cerveau coûte 50 centimes à fabriquer, contrairement à l'immunothérapie qui compte plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est 40 000 euros l'équivalent. 10 euros les 20 savons, ce sera le prix qui compte commercialiser ce produit et sans doute en vente en Europe dans les prochaines années. On Génial. Sous réserve qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché en Europe. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Cinéma, et oui, chocolat, toujours, Wonka, Grand Oral. Les classes prépa occupent une place à part dans notre paysage éducatif, pas évidente d'ailleurs à expliquer aux étrangers, puisque partout ailleurs, quand on entre dans l'enseignement supérieur, c'est pour aller à l'université ou bien dans des universités technologiques. Mais il n'y a pas ce système bien français des grandes écoles auxquelles on accède après 2 ans de prépa, raison pour laquelle leur petit nom officiel est donc celui de classe préparatoire aux grandes écoles. Et parmi elles, les hippocagnes et les cagnes. Marie Fontana, vous êtes prof au lycée Lamartine, on parle avec vous depuis le début. Vous avez une idée de ce mot à l'origine barbare? Alors quand je prononce cagne, moi d'ailleurs je confessais ça, je l'écrivais cagne, CAGNE, parce que je ne savais pas du tout. Et en fait, les préparations, elles l'écrivent KH, A, accent circonflexe, GNE, ça vient d'où? Alors, pire que ça, il n'y a pas seulement le H, l'accent circonflexe qui sont bizarres, mais il y a normalement aussi un iota souscrit, qui vient donc du grec. Qu'est-ce que le iota souscrit? Alors, le iota souscrit, c'est ça fait un petit trait sous le A. Et cette particularité vaut aussi pour les cols. Oui, les calls. Les calls, c'est ça. qui ne sont pas donc des épreuves orales, en fait. Qui sont l'entraînement à l'oral, et donc des épreuves orales qui s'écrivent elles aussi H, O, accent circonflexe, et l'iota souscrit. Ouais. Voilà. Et donc pour les cagnes, on a beaucoup raconté que ça venait des genoux cagneux, des préparationnaires qui avaient grandi trop vite ou des choses comme ça. Alors, un genou cagneux n'est pas un genou, comme je croyais d'ailleurs, un peu râpeux, c'est d'avoir les jambes en dedans, quoi. C'est le côté un peu chétif, c'est ça. Je suis dans mes bouquins. Mais de fait, cette tradition-là n'est pas valable pour l'école KH. Oui, donc, il doit y avoir autre chose. Il y a sans doute la volonté d'avoir une sorte de dialecte un peu spécifique au littéraire, quoi. Voilà, Edmond de Goncourt disait quand même en 1866, je remarque que les fougueux célébrateurs du nu des vieilles civilisations athlétiques et gymnastiques, donc on voit les admirateurs des canons de beauté de l'Antiquité, sont en général de cagneux universitaires aux pauvres et étroits torses enfermés dans un gilet de flanelle. Elles ont, de par leur histoire, une réputation très élitiste. La vôtre n'est pas élitiste. Ce qui la distingue, on l'a dit, c'est son recrutement, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accompagnement des élèves? Oui. En fait, le système des classes préparatoires, en général, apparaît comme très élitiste. Il y a plusieurs aspects. Le fait que ce système a énormément évolué en 20 ans et que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui l'image de ce qu'étaient les classes prépa il y a 20 ou 30 ans, à savoir des classes d'excellence destinées aux excellents bacheliers. Hyper compétitives, où je vais à la Bibli pour récupérer un bouquin pour préparer, on a déchiré la page du sujet du concours. Toutes ces choses-là, quand même. Toutes ces traditions. Oui, absolument. Donc ça a beaucoup changé. Il y a encore des classes qui visent cela et c'est heureux. Enfin, c'est un système vertueux. Mais il faut voir qu'à côté de ça, et Lamartine n'est évidemment pas la seule, il y a ce qu'on appelle les petites prépas qui visent des élèves, donc, comme je le disais tout à l'heure, d'univers plus variés, que ce soit en termes sociaux, en termes scolaires, et pour qui cette chance d'étudier est absolument essentielle pour la raison que je vais dire. Qu'est-ce qui distingue le système des classes préparatoires du système de l'université pour les premières années? C'est qu'on a beaucoup plus d'heures, et donc effectivement c'est un système qui est coûteux. C'est comme au lycée, en gros. Voilà, qui est coûteux. Voilà, on est encore au lycée, et on a entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Plus les fameuses cols, qui parfois tombent le week-end. Un entraînement. Non. Les DS peuvent être le samedi matin, mais l'école c'est en semaine et le mercredi après-midi. Donc les étudiants sont très encadrés.
Ils sont par ailleurs dans des groupes qui sont de 35, 40, 45, c'est-à-dire rien à voir avec un amphi. Donc nous connaissons nos étudiants parfaitement, nous les accompagnons, lorsque ça ne va pas, on le voit et on fait des choses. Et donc c'est effectivement un encadrement beaucoup plus poussé, qui permet en fait aussi en termes de méthodologie d'avoir des heures dédiées à la méthodologie, et puis ce qui distingue aussi la prépa de la fac, c'est la pluridisciplinarité. C'est ça. Mais dis donc, paradoxalement, finalement, ils sont beaucoup plus aidés, y compris à apprendre, vous venez de parler de méthodologie, ce qui va être la grammaire et le vocabulaire de l'enseignement supérieur, qu'on l'est quand on est dans un amphi de 700, alors même qu'ils ont été sélectionnés, que parfois ils sont entre guillemets meilleurs ou plus scolaires, quoi. Donc ça marche un peu sur la tête, ce truc-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, notamment, nous avons des étudiants qui ont tenté leur chance à l'université, qui ont été mis en échec, qui reviennent chez nous et qui en fait réussissent. Voilà. Et de fait, il faut savoir qu'en France, les premières années de l'enseignement supérieur sont marquées par un taux d'échec colossal. Et les petites prépas avec ce rôle d'encadrement très fort permet en partie de remédier à cela. Super, on va parler cinéma à la récré, je vous demanderai de parler théâtre juste après, parce que c'est là quand même grande caractéristique de l'Hippocagne, de Lamartine, du lycée Lamartine en général d'ailleurs, hein, mais pour l'heure, la récré, Brandon Warrett, cinéma. Vous avez décidé de nous donner faim, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr, c'est Noël bientôt. Et ouais, avec le film, ce Wonka, le nouveau film de Paul King. Oui, Paul King, évidemment, on le connaît tous. Il avait réalisé en 2014 The Paddington, cette ours absolument magnifique, et la suite d'ailleurs en 2017. Bon, bah, il prend pas vraiment de risque, hein, Paul King, parce qu'il prend aussi le producteur historique d'Harry Potter, c'est David Eman. L'équipe est bonne au départ. Voilà, l'équipe est bonne dès le départ. Alors, pas d'ours cette fois-ci pour le premier rôle, mais un fantasque, c'est Timothée Chalamet, évidemment, c'est l'acteur le plus bankable, l'acteur français le plus bankable à Hollywood. Il devient le 3e acteur à incarner Willy Wonka après... On a eu Johnny Depp, il y a pas longtemps. Oui, en 2005, effectivement, et on avait Jenny Wilder 2015, aussi, je crois. en 71. Et 18 ans après la sortie de Charlie et la chocolaterie, évidemment, adapté en 1964 de l'œuvre de Roald Dahl, on a cet homme, Willy Wonka, qui revient. Alors là, c'est pas la suite, c'est un préquel. On revient en arrière. Ce qui s'est passé avant. Les prémices, effectivement, les débuts de ce personnage. Alors c'est un conte musical, comme souvent, qui raconte l'histoire du jeune Willy Wonka, inventeur et magicien chocolatier absolument incroyable, qui souhaite ouvrir sa première chocolaterie. Le problème, c'est que le cartel de la chocolaterie voit ça d'un très mauvais œil aussi, cette arrivée de cet homme qui va proposer des friandises absolument uniques au monde. Évidemment, le parcours est semé d'embûches et semé d'embûches, bande-annonce. Mesdames et messieurs, bonjour à tous! Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par une théière. D'inventeur, je vous présente le promeneur boifomatique fou et fantastique de Willy Wonka. Pitié, m'obligez pas à le redire. Et de chocolatier. Il fait les meilleurs chocolats du monde. Où? Il est doué. Trop doué. Tout le monde peut s'en offrir, même les pauvres. Il ne supporte pas le mot pauvre. Vous allez lui passer un message. Ne vendez pas de chocolat dans cette ville, ou vous aurez plus qu'une bosse sur la tête. Je n'ai aucune bosse sur la tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Wonka au cinéma, il n'y a pas que Timothée Chalamet. Oui, comme effectivement, star, on a entrevu grande Hugh Grant, star. non? Voilà, exactement. Il joue un Oompa Loompa, vous savez, ces ouvriers absolument incroyables. Ah, vous aimez bien Charlie et la chocolaterie? Oui, le livre. Beaucoup. Oui. Et puis, ah oui. Et vous êtes gourmande aussi de chocolat? Ah oui, j'adore le évidemment. Oui, donc là, il est là, cet ouvrier, c'est son bras droit, on le trouve tout petit. Et donc, ce bras droit, cet ouvrier en usine absolument incroyable. On a aussi Sally Hawkins, qui est très populaire dans les séries américaines. Et on retrouve aussi, et ça, c'est ça, sans doute, qui fait l'œuvre originale, c'est Olivia Colman. Qui la reine. Évidemment, la reine Elisabeth dans The Crown, saison 3 et 4. On trouve aussi Keegan McEnany, qui est connu surtout pour le doublage de séries américaines. C'est de l'aventure, il y a de l'humour, il y a du jeu, il y a de la musique, et il y a surtout beaucoup de chocolat. On va déguster sans modération, on peut dire ça, oui. On y va aussi, avec toujours un petit peu de modération, vous direz Sandra voilà. Ferreira, notre nutritionniste diététicienne Bon appétit. préférée. Bon, on y a droit. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral, Marie Fontana. On parle aujourd'hui de l'avenir des classes prépa en
générale des prépas littéraires en particulier, de la place des humanités dans la formation des jeunes aussi. Lamartine, on ne l'a pas vraiment présenté. C'est, alors moi qui ai fait mes études à Paris, pour nous, Lamartine, c'était le lycée des artistes. Enfin, il y avait d'autres, il y avait Racine et La Fontaine, enfin, parce qu'il accueillait notamment beaucoup de théâtreux. Voilà. Et vous avez prolongé, tiré ce fil-là, à la fois parce qu'il y a une option théâtre, mais avec un travail absolument passionnant qui est mené avec des grands théâtres. Oui, effectivement, le lycée Lamartine accueille à partir du collège des élèves en horaire aménagé pour la musique, mais aussi à partir du collège et donc sur le lycée et jusqu'en Hippocagne, des élèves qui suivent des options de théâtre. Et en Hippocagne, on a la chance d'avoir un partenariat historique, je crois qu'il a plus de 20 ans, avec le théâtre de la commune à Aubervilliers, ce qui permet aux élèves et aux étudiants d'être accompagnés toute l'année par les techniciens, de rencontrer les metteurs en scène, la direction du théâtre, donc d'être mis au contact avec les coulisses, avec ce que sont les différents métiers d'un théâtre, et puis d'avoir des répétitions, de souvent trouver des stages pendant les vacances également. Et puis vos élèves rencontrent des stars quand même. Je voyais Denis Podalides, Eric Ruf de la Comédie Française, Maïs de Kerangal, Jean Rollin, on a l'impression d'être en pleine rentrée littéraire. Là. C'est ça. Ça, c'est un autre dispositif que j'ai mis en place à mon arrivée il y a 12 ans. C'est que chaque année, j'avais envie que la classe soit parrainée ou marrainée par une figure culturelle. Pas seulement pour les paillettes, pas seulement pour une sorte de jeu culturel, mais véritablement là aussi pour entrer dans les coulisses de ce qu'est la littérature en train de se faire. Parce qu'ils ont un cours avec moi, le cours de littérature, mais l'idée c'était aussi de voir quel genre de lecteur est Denis Podalides, quel genre de lectrice a été et est Maëlys de Kerangal, et ce qu'est une année de travail. Parce que c'est du travail. Parce que c'est du travail, ce qu'ils font au bureau, ce qu'ils font en dehors. Et donc on les suit, on suit leur actualité pendant un an. On va les rencontrer en signature. Voilà. On a fait ce travail-là aussi avec des institutions. Notamment la Comédie Française, je crois. Super dispositif. En tout cas, vous parlez de la littérature en train de se faire. Il y a quand même toute une époque, je pense au 19e siècle, au début du 20e, où la figure du jeune lettré ou de l'écrivain, du wannabe écrivain qui débarque à Paris, c'était une figure qui faisait rêver et qui était omniprésente dans la littérature. Balzac, Illusion perdue, Splendeur et misère des courtisanes, mais aussi Père Goriot, il y a plusieurs grandes figures. Jules Romain, Les hommes de bonne volonté, ça se passe beaucoup à Normal Sup. Où sont aujourd'hui celles et ceux qui nous font rêver de ce genre de parcours? Je crois que finalement, comme pour les classes préparatoires, ça s'est un peu diversifié et étendu. Mais je pense que cet imaginaire un peu romantique du lettré, de la lettrée, n'a pas disparu, voire connaît depuis peut-être une dizaine d'années une certaine reviviscence. La littérature a quand même là aussi donné naissance au rap. Enfin, je vais faire hurler tout un tas de personnes, mais non, juste vos collègues. Certains de mes collègues peut-être. Et pas tous, voilà. Mais effectivement, même des autres. On parle maintenant d'auteurs, Grand Corps Malade, en France comme dans les pays anglo-saxons. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'écriture, on peut dire notre monde, le transcender et en plus faire des belles carrières. Oui, et que c'est beaucoup besoin plus reconnu ouvert, et lucratif. Beaucoup plus ouvert et beaucoup plus divers, et que ça donne lieu à des textes et même à des performances beaucoup plus variées qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Et en revanche, une figure qui elle est très présente aujourd'hui dans les débats, c'est celle du ou de la transfuge sociale. Vous avez travaillé sur Annie Ernaux, je crois, qui est au programme d'ailleurs. Qui a été au programme plusieurs années, plusieurs fois, avec notamment le livre Les Années, effectivement, qui a été au programme de Normal Sup. Et c'est une autrice intéressante sur ce plan-là, puisqu'effectivement, elle explique dans la plupart de ses œuvres comment de fille de petits commerçants en province, elle est devenue professeure et puis autrice Nobel. Et là, je crois qu'on est effectivement assez loin de ce que vous évoquiez tout à l'heure comme un imaginaire romantique, parce qu'elle ne présente pas du tout ça comme quelque chose de romantique, mais il y a malgré tout quelque chose de très juste, de très profond dans cette manière qu'a la littérature de révéler des êtres. Voilà, il y a un côté rôle modèle quand même. Voilà.
émerge. Voilà. Ouais. Alors, il y a Neige Sino, Triste Tigre, alors qui, elle, d'ailleurs, dit Édition Dany Ernaud, POL. quand elle a découvert qu'elle était fille de commerçant, elle s'est demandé pourquoi elle parlait de transfuge de classe, parce qu'elle dit, moi, dans le milieu d'où je viens, Les le commerçants, petit commerçant, c'était déjà le bourgeois. Comme quoi, on est toujours le bourgeois d'un autre. Marie, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va parler parentalité. On le fait chaque semaine avec Candice Anzel, à qui Brandon va céder sa place dans quelques instants. Merci, Emmanuel. Candice Anzel, conseil de famille. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, Candice Anzel, notre rendez-vous hebdomadaire avec les questions de parentalité. On parle d'Internet aujourd'hui, source inépuisable de connaissances, mais c'est aussi l'endroit où se répandent le plus facilement, le plus rapidement les fameuses fake news, les fausses informations, ça porte un nom en français qui m'échappe, c'est pas grave. Les fausses informations, les jeunes sont les premiers à en être la cible. Comment préserver nos enfants de la désinformation? Quels automatismes leur transmettre? Alors, il faut bien reconnaître que Internet, c'est quand même un super outil. On peut y trouver à peu près réponse à tout. Finalement, le principe est simple. Tout le monde peut publier sur un sujet, peu importe son expertise. Donc, ça donne forcément des opinions divergentes, des points de vue un peu contraires, des blogs aux réseaux sociaux, de la presse écrite à Wikipédia et des chaînes d'infos à YouTube. Nos enfants sont confrontés évidemment à une profusion d'informations et il va falloir trier. C'est à nous de leur apprendre justement à trier et développer leur esprit critique. Et à éviter les fameuses infox, c'est le mot que je cherchais il y a quelques instants. Comment ils s'informent la plupart des enfants aujourd'hui? Sans grande surprise, ils ne lisent pas forcément le journal, Au grand ils désespoir ne de certains. regardent le 20h. En fait, l'information vient directement à eux. C'est-à-dire qu'ils sont envahis par une marée de news sur leur fil, Insta, TikTok, Snapchat, etc. Et le problème, c'est qu'elles donnent autant de crédit à Johnny24 qui pense que la Terre est plate qu'à des médias traditionnels et fiables. Donc du coup, il faut bien expliquer aux enfants que sur Internet et sur les réseaux, il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger et ils doivent justement en fait trier et être méfiants par rapport à ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Et notre rôle, c'est vraiment de leur apprendre à décrypter les vraies sources d'informations, à exercer cet esprit critique, ne rien prendre pour acquis et questionner tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'ils ont plein d'outils mis à leur disposition, mais il faut pour ça ne pas tomber dans les pièges. Alors on va quand même leur donner quelques trucs. L'école entreprend aussi de faire tout ce que vous avez dit, mais pour le faire à la maison, justement, on n'est pas prof, il y a des petits réflexes. Oui, alors on ne va pas forcément pouvoir les préserver totalement, mais il y a des bons réflexes à avoir. Par exemple, quand ils surfent sur Internet, on va déjà s'assurer qu'ils sont sur une source fiable. Donc on va leur apprendre en fait quelle est la page que je suis en train de consulter. Est-ce que c'est un site Internet? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un réseau social, une encyclopédie, un forum? Donc déjà, différencier tout ça. Si c'est un site, est-ce que c'est celui d'une association? Est-ce que c'est un site commercial? Est-ce que c'est un site d'un journal traditionnel connu? Si c'est un tweet ou quelque chose sur Snap? Voilà, c'est ça. Ils doivent vraiment vérifier qui se cache derrière l'information. C'est-à-dire, est-ce que c'est un professionnel, un journaliste, un expert, un passionné, un particulier? C'est pas du tout la même chose. Avec une difficulté importante aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup d'images qui circulent. Oui, et alors ça, il y a beaucoup plus d'images. compliqué, surtout avec l'intelligence artificielle, mid-journée, tout ça. C'est ça. Entre les logiciels de retouche photo et effectivement de montage et évidemment l'intelligence artificielle, on a le droit à notre président qui fait du moonwalk sur un clip de Michael Jackson. Donc, on doit leur apprendre justement à décrypter et questionner les images qui sont diffusées en ligne. Et on peut leur montrer pour ça il y a plein d'exemples de photos et d'images truquées sur Internet. Et pour vérifier si une photo a déjà été utilisée avant, que ce soit dans un contexte différent ou au contraire, si elle est vraiment liée aux faits évoqués, on peut utiliser la recherche inversée de Google Images. C'est très très précieux, la recherche inversée de Google Images. On peut aussi leur apprendre à différencier les faits des opinions. Exactement, parce qu'en fait, les faits, c'est une réalité vérifiable, alors que les opinions, c'est des jugements portés sur des faits, donc discutables. Et pour ça, on peut leur expliquer, par exemple, le métier de journaliste. Puisque le journaliste, il va enquêter, il va mettre de l'objectivité dans ce qu'il est en train de raconter. Il va essayer en tout cas. En tout cas, il essaye, il va sur le terrain, il contacte justement des témoins, il trouve des preuves, il vérifie les informations toujours avant de publier, ce qui n'est pas le cas de Johnny24, évidemment, qui donne son avis sur les réseaux en toute subjectivité. En sachant que les enfants sont des cibles prioritaires des annonceurs, parce qu'ils sont influençables, gros prescripteurs d'achat pour la famille, donc attention. Débloque tes skins et gagne 10 000 € Oui, maintenant en cliquant sur ce lien. Oui, ça vous fait marrer, mais en réalité, les enfants, ils cliquent.
Ils se font vraiment avoir. Donc on va leur apprendre justement, c'est normal, hein, par nature, ils sont attirés par tout ce qui est sensationnel et tout ce qui est extraordinaire. Mais on va leur apprendre que y a des produits, par exemple, qui sont vantés par leurs influenceurs préférés et les youtubeurs, mais que c'est des contenus sponsorisés. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je débusque avec eux. Tiens, t'as vu cette canette là qui passe? Eh ben c'est un placement de produit. Exactement, mais les enfants souvent ne voient pas ça en fait. Et puis un petit peu de langue, les titres très accrocheurs, tout ça, on leur apprend à décoder le vocabulaire. Oui, sur le sensationnel, pour vraiment racoler et que les visiteurs viennent cliquer sur les sites et pour les publicités. On sait aujourd'hui quand même, selon une étude de NewsGuard et de Comscore, que les sites qui publient des fausses informations génèrent quand même 2,6 milliards de dollars chaque année. De revenus publicitaires. On comprend pourquoi ils continuent de le faire, en fait. Pourquoi ils essayent de nous faire et de vous faire cliquer. Il n'y a pas que les enfants qui se font avoir, il y a parfois les personnes âgées aussi. Merci beaucoup, chère Candice. Marie, merci beaucoup de nous avoir parlé des classes prépa littéraires. On n'a pas dit, parce que ce n'était pas le cœur du sujet, mais les débouchés sont aujourd'hui hyper variés des classes prépa. C'est plus seulement les grandes écoles, avec notamment la banque d'épreuves littéraires, la BEL. C'est une réforme de 2008. Tout ça, c'est une façon de rentrer dans l'enseignement supérieur, de se faire de la culture G, de la méthodo. Voilà, la notion de CPGE, préparatoire aux grandes écoles, est en partie, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage et longue vie, on l'espère, à l'Hippocagne de Lamartine et aux autres. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frary, Gauvin Bonizek pour le son, Angèle Jean-Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.